Bonjour et bienvenue à la table ronde sur les stratégies pour obtenir une bourse. Avant de débuter, nous souhaitons honorer la nation algonquine sur les terres ancestrales de laquelle l'université est située. Nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date qui l'unit à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à toutes les personnes autochtones qui habitent Ottawa, qu'elles soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiennes et gardiens des savoirs traditionnels de tous âges. Nous honorons aussi leurs dirigeantes et dirigeants de hier, d'aujourd'hui et de demain, au courage indéniable. Et voilà, ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin. Je m'appelle Maria Ketax et je suis vice-provost associée études supérieures et postdoctorales. Que vous faites demande pour une bourse d'études supérieures en recherche à la maîtrise, au doctorat ou autre prix important, nous savons que préparer une candidature réussie peut sembler insurmontable. Alors, aujourd'hui, nous accueillons deux professeurs et un récipiendaire de bourses qui partageront des stratégies, des témoignages et des conseils pour vous aider à naviguer le processus avec confiance. Alors, aujourd'hui avec nous, nous avons trois panélistes. Jean-François Gauchy, professeur à la Faculté des sciences sociales à l'Université d'Ottawa, membre du Comité national du CRSH pour les bourses du doctorat. Bienvenue, Jean-François. On a aussi avec nous Maria Sherba, professeure à la Faculté des arts à l'Université d'Ottawa, membre du Comité de sélection nationale 24-25 du CRSH pour les bourses du doctorat. Bienvenue, Maria. Et en troisième, on a Paul-David Chouinard, doctorant en droit à la Faculté de droit à l'Université d'Ottawa, récipiendaire d'une bourse d'études supérieures du Canada du CRSH. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, notre événement se déroulera en deux parties. Donc, nous aurons d'abord 45 minutes de discussion avec nos panélistes, suivi de 15 minutes dédiées à vos questions. Et vous pourrez poser vos questions de vive voix ou les écrire dans le chat. Est-ce qu'on est prêt? On est tous d'accord? Alors, voilà. La première question, c'est pour tous les panélistes. Qu'est-ce qui distingue une demande gagnante d'une demande simplement bonne? Peut-être commencer avec Jean-François? Oui, merci Marek. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. J'espère pouvoir me rendre utile là, dans les discussions à venir. Vous m'entendez bien? Le son va bien? Parfait. Donc, oui, alors évidemment, je pense que plusieurs des questions, je ne sais pas si les étudiants ont pu prendre connaissance, j'imagine, des questions auparavant, ou en tout cas certaines d'entre elles, pas encore, non? Donc, plusieurs des questions vont évidemment se recouper, et donc on pourrait répondre longuement pour chacune d'elles. Euh, Ce qu'il faut déjà je dirais, se rappeler, c'est que une, euh, une formule gagnante, c'est une formule qui se prépare euh, assez longtemps à l'avance. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, pour d'ailleurs une raison qui m'échappe toujours, ça fait 20 ans que je suis professeur et j'ai jamais compris pourquoi ça se passe comme ça, mais les organismes subventionnaires, en fin de compte, ils ne vont pas ou difficilement pouvoir financer votre première année de recherche parce que comme les demandes sont faites, souvent doivent être faites dans les premiers mois de la session d'automne, l'année précédant votre maîtrise ou votre doctorat, vous n'êtes généralement pas au courant vous-même de ce que sera votre projet. Hein. Donc c'est très compliqué de déjà préparer ça à l'avance. Et même la première année de votre maîtrise ou de votre doctorat, ça vient assez vite, pour faire la demande au CRSH. Donc là aussi, même cette année-là, vous avez peu de temps pour la préparer.
Donc, si vous préparez votre demande, par exemple, en septembre 2025, maintenant pour dans quelques semaines, ça va très vite. Donc, souvent, on vous dit, essayez, mais c'est plus réaliste de la préparer maintenant pour faire la demande en octobre ou novembre, octobre, je pense, 2026, bon, etc. Donc, c'est chaque fois euh, compliqué de faire très vite les choses. Donc, déjà, une formule gagnante, je dirais, c'est penser à votre projet l'année précédente. Je sais que c'est embêtant pour l'été, etc., mais d'aller rencontrer non pas un département euh, ou une faculté, mais rencontrer des êtres humains, rencontrer un professeur, une professeure concrète, une personne concrète qui vous paraît quelqu'un qui pourra vous aider qui pourra vous accompagner dans le fait de donner vie à ce projet, donc plusieurs mois avant la rentrée. Donc déjà vraiment réfléchir, je dirais en février, par exemple dans ce cas-ci, ça aurait été février-mars 2025, aller rencontrer, donc pas seulement un département ou une faculté, mais aller rencontrer un professeur, une professeure dans ce département pour aller voir, tiens, voilà, je m'intéresse à vos recherches, voilà pourquoi, et est-ce qu'on pourrait faire équipe, être une équipe. Donc ça, j'y reviendrai dans d'autres questions plus tard, mais c'est très important, la formule gagnante, ce n'est pas de se présenter comme une personne toute seule, c'est une personne dans quelque chose de plus grand que soi. Hein. C'est-à-dire, je suis une personne qui travaille avec euh, d'autres professeurs dans une équipe, idéalement dans un réseau, avec des projets qui m'intéressent, dans lesquels je suis engagé. Aussi, vous allez voir que je ne suis pas toute seule dans ma petite salle, dans mon petit bureau, à travailler sur un petit projet qui n'intéresse que moi. Donc voilà, je ne vais pas parler trop parce que je suis très bavard pour l'instant, mais donc juste déjà se dire, une formule gagnante, c'est une formule qui se prépare vraiment longtemps à l'avance pour se dire, je dois penser à ça bien longtemps avant et avec d'autres personnes que moi et avec d'autres projets que le mien. Pour l'instant, je m'arrête là, mais je peux revenir, bien sûr. Merci beaucoup. Maria. Oui, bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous voir ce matin. Je suis vraiment d'accord avec ce que Jean-François vient de mentionner et selon mon expérience dans le comité l'an passé, je vais peut-être ajouter un point qui, selon moi, ressortait vraiment beaucoup dans les discussions, c'était les demandes qui étaient gagnantes, c'était des demandes qui étaient rédigées de façon accessible et claire pour des évaluateurs qui n'étaient pas experts dans votre domaine. Puis moi, je dirais que c'était la chose. Donc, dans le comité, comme vous savez, c'est des comités qui vont regrouper, par exemple, des chercheurs. Moi, je suis en communication, mais il y avait d'autres collègues qui étaient en géographie, en histoire, en anthropologie. Et des fois, moi je lisais un projet dans mon domaine, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est un excellent projet, j'ai tout compris, je l'ai vraiment classé très, très haut. Puis après, un autre collègue en géographie était comme, OK, oui, je comprends ta perspective, mais pour moi, c'était pas clairement expliqué. Donc, il faut vraiment vous assurer que, par exemple, les concepts que vous présentez ou les méthodes que vous expliquez, il faut que ça soit accessible et bien justifié pour quelqu'un qui n'est pas expert dans votre domaine. Ou des fois, c'est même la clarté des méthodes. Ah, des fois, quelqu'un peut être un expert dans votre domaine, mais peut-être c'est un chercheur quantitatif qui va lire un projet qualitatif ou vice-versa. Donc, moi, je dirais que c'était vraiment ça l'enjeu. Donc, bien expliquer les concepts, les méthodes, mais aussi les impacts sur la société et l'avancement des connaissances, encore une fois, à quelqu'un qui est un chercheur, mais peut-être pas un expert dans votre domaine. Donc, souvent, les exemples dans notre comité d'évaluation que j'ai vu, c'est ça, une demande qui était classée très, très haut par quelqu'un qui connaissait bien le sujet, mais qui était classée plus bas par une autre personne qui, c'est ça, simplement n'arrivait pas à bien saisir les concepts, les méthodes parce qu'ils n'étaient pas présentés d'une façon explicite. Tu sais, il y a des choses qu'on comprend pour acquis, mais il faut vraiment tout expliquer, être très comme didactique, en fait. Donc, je dirais, pour moi, ça serait ça. OK, merci beaucoup. On va à Paul David. Oui, bonjour. Moi aussi, je vous remercie pour l'invitation. Puis, ce que je vais dire va rejoindre un peu qu'est-ce que les deux
copanélistes ont soulevé, même s'ils savent beaucoup plus que moi sur le sujet, donc ils ont plusieurs années d'expérience dans le domaine des demandes de bourse. Moi, qu'est-ce que j'ai souligné, c'était beaucoup aussi la clarté de la proposition. Donc, je pense qu'une proposition, effectivement, qui est claire, qui est accessible pour les personnes qui sont pas nécessairement dans notre domaine, c'est vraiment un bon élément à garder en tête. Puis moi, le truc que j'ai euh, fait, c'est que j'ai fait lire ma proposition par des personnes qui n'étaient pas dans mon domaine, qui n'étaient même pas dans le monde académique. Donc, des personnes qui me connaissaient, mais qui ne connaissaient pas nécessairement mon projet. J'en avais pas parlé à ces personnes-là avant. Puis je voulais savoir, est-ce que vous comprenez mon projet? C'est une bonne manière de faire comprendre ou de rendre la proposition plus claire. Puis effectivement, si j'ai été amené à changer certains termes ou certaines expressions, certaines tournures de phrases, en fonction des commentaires des personnes qui n'étaient pas dans mon domaine, mais qui m'ont permis d'améliorer ma demande. Puis le deuxième élément que je voulais soulever, c'est la diversité, puis on va en parler plus tard, mais des implications, des contributions, expériences. Je pense que puis aussi la pertinence de ces expériences-là. Donc, je pense qu'il faut miser sur les expériences les plus significatives, celles qui font aussi, surtout le plus le lien avec la proposition de recherche. Donc, les liens entre les deux éléments que j'ai soulignés, la proposition de recherche, la clarté, mais aussi l'autre document à part qui est la contribution expérience, c'est pas vraiment deux documents à part, c'est deux documents qui se complètent. Donc, il faut comprendre un peu le parcours de la personne, euh, comment ça fait ressortir la pertinence du projet de recherche. OK, très bon départ là, avec déjà des suggestions très concrètes et très importantes. On va à la deuxième question. Euh, Qu'aimeraient les évaluatrices et évaluateurs que plus de personnes candidats comprennent au sujet du processus du demande? Peut-être Maria, tu peux commencer? Oui. Là, en écoutant votre question, je ne suis pas sûre si j'ai bien compris la question. Donc, le processus de demande, c'est comment les candidats appliquent ou comment nous, après, on évalue comme... Comment le comité travaille? OK, comment le comité travaille? OK, c'est ça. Donc, oui, la chose, je dirais, le comité travaille avec les mêmes critères de sélection que vous trouvez sur le site du CRSH dans la section des directives pour rédiger une demande. Donc, littéralement, on nous a envoyé le même tableau. Donc, il faut vraiment s'assurer que vous couvrez tous les critères dans votre demande, les critères qui sont dans ce tableau de façon claire et explicite. Et n'hésitez pas des fois à utiliser même les mêmes formulations de phrases, ou faire des sous-sections par rapport aux mêmes choses, parce que c'était ça notre travail, en fait, c'était de passer à travers la demande, puis après, dans la petite checklist, faire tac, 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 tac. Puis ça, des fois, les choses qu'on pouvait pas trouver, c'est là qu'on était obligé de donner une note peut-être plus élevée ou moins élevée, parce que c'était vraiment la grille qu'on utilisait. Donc, je dirais, euh, c'est ça pour moi la chose la plus importante parce que des fois, on avait vraiment des excellentes demandes, mais il y avait un point qui faisait partie des points d'évaluation, mais qui manquait. Donc là, on n'avait pas le choix de classer la demande peut-être un peu plus bas. Puis la deuxième chose aussi par rapport au processus, c'est pas pour vous décourager, mais plus pour vous encourager, en fait, parce que des fois, on sait que le budget des organismes subventionnaires est très limité d'une année en année. C'est vraiment, on n'a pas assez d'argent pour toutes les bonnes demandes. Donc des fois, ce qui faisait une différence, c'est juste ils appelaient ça le cut-off. Donc on a autant d'argent pour tel nombre de demandes. Donc, il y avait des demandes qu'on pouvait financer, mais qui n'avaient pas de financement parce qu'il y avait juste plus assez d'argent. Donc, c'était juste pour vous dire aussi, si jamais vous n'êtes pas financé la première année, de ne pas vous décourager et de toujours réappliquer autant de fois que vous pouvez. Malheureusement, c'est des fois, les bonnes demandes ne sont pas financées à cause du manque de budget aussi. Oui, et quand vous êtes membre d'un comité, combien de dossiers évaluez-vous à chaque personne? Comment ça, il y a trois personnes qui évaluent les mêmes dossiers. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Oui, donc chaque personne, on lit. Je sais pas si ça. Je sais pas c'est quoi les règles en général. Je peux juste vous dire ce que moi j'ai fait quand j'étais sur le comité. Donc j'avais, je dirais peut-être une trentaine de demandes à lire et chaque demande était évaluée par deux personnes. Donc là, ce qu'on faisait, on donnait des notes à chaque demande et après.
Si les notes étaient à peu près pareilles, on gardait l'évaluation à 2. S'il y avait un écart important entre les 2 évaluateurs, là, on assignait une 3e personne, puis on discutait de la demande comme ça. OK, merci beaucoup. Jean-François? Oui, donc pour moi dire confirmer avec Maria, effectivement, c'était la même chose, donc une trentaine de dossiers. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand il y a un écart important donc entre deux notes, une troisième personne est invitée à mettre une note, mais après, il y a une discussion. Je ne sais pas si Maria l'a rappelé, mais donc il y a vraiment une discussion entre ces trois personnes devant le reste du comité pour vraiment discuter des raisons pour lesquelles tel ou tel point ont été mis. Donc c'est quand même intéressant, je trouve ça un processus assez démocratique à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi dans ce que Maria rappelait, je trouve, c'est que, en tout cas, je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais j'ai des expériences concrètes de collègues à moi. La plupart de mes collègues qui ont soumis des demandes qui n'ont pas été retenues pour financement, mais qui ont été retenues pour qualité du projet, quand ils ont bonifié leur travail, ils ont souvent reçu la subvention après, l'année suivante. Donc ça veut quand même dire que donc ils n'étaient pas loin de la ligne d'arrivée et que donc s'ils bonifient, évidemment ce n'est pas les mêmes évaluateurs l'année suivante, hein, on n'est pas interchangeable comme évaluateur, mais ça veut quand même, ça augure de bonnes chances pour l'année suivante, donc il ne faut pas se décourager. Donc comme dit Maria, c'est quand même plutôt qu'une semi-mauvaise nouvelle, c'est une semi-bonne nouvelle d'être retenu, même sans le financement. L'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que si je devais résumer ça d'une phrase, je dirais que ce qu'on essaie de comprendre dans le dossier, dans ce processus, comment on travaille, Marek, hein, la question que vous posiez, je dirais, il faut essayer pour le candidat, la candidate, de mettre en évidence à la fois la singularité et la richesse du projet, mais aussi de la personne elle-même. C'est-à-dire, je répète ce que je disais tout à l'heure, la personne, ce n'est pas seulement moi, les notes que j'ai obtenues, les bourses que j'ai obtenues, c'est dans quoi je m'inscris, dans quoi je m'engage. Hein. Voici les gens avec qui je travaille. Pourquoi je suis la bonne personne, ou en tout cas une bonne personne, pour faire ce projet? Ce n'est pas simplement parce que je suis formidable. Hein. C'est parce que je peux vous montrer ma capacité à m'entourer d'une bonne équipe de gens qui peuvent faire ce que je ne peux pas faire ou pas encore faire. Je n'ai peut-être pas encore la formation tout à fait adéquate pour le projet, mais voici ce que je mets en place pour me former. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler de ces faiblesses relatives dans la demande. Et il faut vraiment se dire, nous, ce qu'on essaie de comprendre, donc à qui on a affaire, qui est cette personne, euh, en quoi elle nous garantit un potentiel de recherche. Donc, comment est-ce qu'on évalue, je déteste le mot mesurer, hein, comment on mesure, mais comment on évalue le potentiel de recherche. Et là, je pense que ça commence, comme disait Paul David tout à l'heure, ça commence par être capable de présenter un projet qui ne soit ni trop généraliste. S'il est trop généraliste, ça donne l'impression que c'est flou, c'est pas assez abouti, pas assez travaillé, ni trop spécialisé, parce que là, on risque de parler à peu près personne sur le comité. Donc, il faut aussi se demander, quand on parle de processus, ça commence par le candidat, la candidate, à qui je soumets mon dossier. Parce qu'au CRSH, vous pouvez soumettre votre dossier selon votre projet. Souvent, vous pouvez le soumettre à plusieurs comités. Donc, il faut se demander à quel comité j'ai plutôt intérêt à le soumettre. Est-ce que je vais, par exemple, avec un comité interdisciplinaire? Si c'est un comité interdisciplinaire, il faut évidemment que mon projet ben, donne des gages d'interdisciplinarité. Sinon, les gens vont se dire pourquoi est-ce que la personne a soumis ce dossier dans ce comité-là. Et donc, il faut vraiment donc convaincre que le projet, non seulement il est clair pour des gens qui viennent d'horizons académiques très différents, euh, mais aussi qu'il apparaisse très très important
qu'il apparaisse réaliste. Donc nous, ce qu'on regarde, ça c'est très important, là, l'expérience que moi j'ai eue pour la maîtrise et le doctorat, on regarde ça et on se dit, d'accord, le projet, on le comprend, mais comment est-ce qu'ils vont faire ça? Je dis ils vont parce que je pense à une équipe. Comment est-ce que cette équipe, à travers cet étudiant, cette étudiante-là, vont faire ça en 2 ans si c'est une maîtrise, 4, 5, 6 ans si c'est un doctorat? Comment ils vont faire ça? Et là, souvent, il faut un calendrier, mais pas un calendrier bébête là, qui dit première année, je vais collecter les données, deuxième année. Non, ça c'est vide. Un calendrier concret, pertinent. Voilà, regardez, ça c'est voilà pourquoi c'est concret que le terrain, j'y ai accès dans 3 mois. Pourquoi est-ce que c'est concret que ce que je dois aller chercher sur ce terrain, je peux ramasser ce que je dois ramasser dans les 9 prochains mois, etc. Donc être vraiment accompagné par la main les évaluateurs, pas avoir peur là-dessus en tout cas de les infantiliser. C'est vraiment, attendez, venez avec moi, je vais vous montrer pourquoi mon projet c'est réaliste que je fasse ça dans ce temps-là. Voilà mon terrain, voilà pourquoi ce terrain-là c'est concret, c'est réaliste, et voilà pourquoi aussi évidemment j'ai les outils pour aborder ce terrain dans les meilleures conditions. Les outils, je le répète, c'est les personnes avec qui je travaille, c'est ma formation et celle qui va venir. Mais c'est aussi, quand on parlait d'un projet, peut-être que Paul David en dira plus tout à l'heure, mais un projet concret, c'est aussi regarder, c'est très vite donner une question de recherche, très vite dire au lecteur, voilà sur quoi je travaille, après l'informer sur ce qu'on sait de cette question, c'est quoi les réponses possibles à cette question jusqu'à présent, et qu'est-ce que moi et mon équipe, on amène dans la discussion. Qu'est-ce que nous, par rapport à ce qu'on sait déjà, on amène. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qu'on sait déjà. Donc c'est très important, je vais revenir tout à l'heure sur les erreurs, c'est une autre question, les erreurs, mais c'est très important d'aider le lecteur à faire les liens entre tout ce que vous racontez. Je parle souvent du lecteur paresseux. C'est-à-dire le lecteur, il veut comprendre pourquoi il lit ce qu'il lit. Pourquoi je lis ça, moi? Quel intérêt j'ai à lire ça? Si vous me parlez d'autres recherches sur le sujet, mais que je ne sais pas ce que vous allez faire de ces recherches, pourquoi j'ai lu ça? C'est sans intérêt. Voilà, mais je vais revenir là-dessus sur les erreurs plus tard, mais voilà pour l'instant. Oui, oui. Euh, je vous entends parler d'équipe pas mal, vous le répétez, et je pense au terme écosystème. L'écosystème dans lequel on va faire ce travail de faire sortir ça. Je retiens aussi la faisabilité du projet doit être claire. Je retiens aussi le narrative, hein, ça doit être cohérent à travers tout le projet, et bien sûr, tous les critères doivent être approchés dans le projet. Donc, merci pour ça. Encore une prochaine question pour les professeurs ou pour les évaluateurs hein, du côté de l'évaluation. Et voilà, on va partir sur les erreurs. Quelles sont les plus grandes erreurs qui nuisent aux demandes? Et peut-être, Jean-François, je te donne la parole pour commencer. Je vais peut-être laisser la parole à Maria, parce que je viens de beaucoup parler. Je ne sais pas, Maria, si tu veux, comme tu veux Ok. commencer? Vas-y, Maria. Ça me dérange pas du tout. Ok, je peux aller, mais en fait, j'allais justement dire la même chose, Jean-François, que tu as mentionné tantôt par rapport à qu'est-ce que c'est là? Il faut que tout soit très clair et des fois, ce qu'on voyait, donc, comme Jean-François disait, il faut que, tu sais, objectif, question, méthode, calendrier, structure classique. Des fois, ce que je voyais vraiment qu'il y avait des candidats qui ont vraiment pris le temps de rédiger leur demande puis ils voulaient, tu sais, être un peu plus créatifs, tu sais, commencer avec comme une histoire, une citation, quelque chose. C'est pas la place pour faire ça, tu sais. On voit, on apprécie l'effort, mais dans cette demande-là, il faut vraiment y aller structure très classique, sans question, pour que tous les éléments soient facilement identifiables avec des sous-titres, faciles à lire. Donc ça, je dirais que c'était une chose des fois qui nuisait. On voyait que la structure était
pas tout à fait adapté, puis c'était difficile à comprendre. Et je veux pas me répéter, mais pour moi, vraiment, la plus grande erreur que je voyais, c'était que Jean-François a dit, que Paul David a dit aussi, c'était le manque de clarté, de justification pour un évaluateur qui est peut-être pas expert dans le domaine en particulier. Je pense que c'est ce qui nuisait le plus. En fait, c'est là qu'on voyait vraiment la différence entre une demande qui était évalué très haut par une personne, puis peut-être vraiment beaucoup plus bas par une autre personne, dépendamment de l'expertise. Donc, peut-être l'erreur ici, c'est ça de ne pas faire lire la demande par quelqu'un qui n'est pas un expert, ou comme même Paul David dit, tu sais, par quelqu'un qui est peut-être même pas en recherche. Mais ça serait, je pense, oui, le point que je mentionnerai ici. OK, merci beaucoup. Jean-François? Oui, donc, ben comme Maria l'a rappelé aussi, comme je disais avant, euh, moi j'ai repéré plusieurs erreurs. Là, la première, j'en ai déjà parlé, mais c'est d'être trop général. Donc, je ne sais pas pour Paul David s'il voudra réagir à ça, mais évidemment, si on veut capter un public qui n'est pas du tout dans le domaine, mais qui n'est même pas dans le domaine académique, on risque d'avoir quelque chose, soit de, entre guillemets, je ne vais pas dire trop simple, mais vous voyez ce que je veux dire, peut-être pas assez sourcé, comme on dit, donc pas assez de références académiques qui montrent qu'on est quand même académiquement rassurant sur ce sur quoi on va travailler, ou trop général. Et alors là, évidemment, on risque de ne pas voir nécessairement quelle discipline ou quel type d'études, puisqu'on parle beaucoup en anglais de studies plutôt, mais pourrait convenir le mieux au projet. Euh, donc, donc, si on a quelque chose de, à l'inverse, trop précis, ou aussi que j'appelle trop elliptique, c'est-à-dire, je vois beaucoup de demandes où les candidats parlent de façon elliptique, c'est-à-dire qu'ils parlent avec beaucoup de sous-entendus en se disant, ben, l'évaluateur va comprendre de quoi je parle ici, je n'ai pas besoin d'étoffer davantage, alors qu'en fait, ben, si le lecteur n'est pas dans le domaine, il ne comprend pas. Il ne comprend pas à quoi on fait référence. Donc il vaut mieux en dire plus que moins si on s'aventure dans quelque chose de plus spécifique, et ne pas non plus multiplier trop de concepts. Comme disait Maria, il faut des concepts, il faut montrer c'est quoi les lunettes qu'on met sur le bout du nez pour attaquer théoriquement le problème, mais il ne faut pas inonder la demande de sources, inonder la demande de concepts, parce qu'alors il y a une dispersion, il y a un chaos, il y a l'impression pour le lecteur que ça va dans tous les sens, donc il faut quand même essayer de se limiter à quelques concepts clés. L'autre problème aussi, c'est quand ça me paraît trop finalisé. Autrement dit, quand le candidat donne l'impression qu'il a tout déjà réglé, qu'il a déjà tout anticipé. Ça donne l'impression qu'il n'y a pas de recherche, que tout est fait, et moi je trouve ça souvent suspect. Donc je trouve qu'il faut laisser des questions ouvertes. On peut laisser quelques réflexions encore en cours pour montrer que ce projet, il est vivant, il continue à vivre. La demande, évidemment, est un moment où il faut rassurer, où il faut fermer des portes, mais on peut laisser quelques questionnements pour montrer, voilà, je m'interroge là-dessus, j'ai commencé. Évidemment, si on a un problème qui est évoqué, il faut montrer qu'on a commencé à imaginer une solution. Hein, mais tout ne doit pas être résolu une fois pour toutes. Je crois que ce n'est pas un problème, au contraire, ça montre qu'on réfléchit. Bon. Euh, un autre problème que je vois souvent, c'est quand le candidat s'oublie dans la présentation. C'est-à-dire qu'il est invisible. Donc le projet montre toute une série de choses qui ont été faites, mais on ne sait pas où est la personne qui nous parle. C'est quoi ton projet à toi là-dedans? Comment tu te situes par rapport à tous ces gens qui parlent? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que tu vas faire avec ces recherches? Est-ce que tu vas prendre le même terrain que cette recherche-là? Est-ce que tu vas prendre la même méthode que cette recherche-ci? Euh, Est-ce que tu vas prendre les mêmes ressources théoriques que cette recherche-là? Ah, il y en a une que tu vas garder juste pour la discussion des résultats. Donc, il faut qu'on comprenne de nouveau à quoi servent les sources qui sont évoquées. Et alors, deux dernières choses. La première, donc se rappeler que le lecteur, il est paresseux. J'insiste beaucoup là-dessus. Donc, il veut savoir pourquoi il lit ce qu'il lit, mais qu'il est aussi interconnecté. Autrement dit, moi, quand je lis un texte,
chaque fois que des nouvelles informations arrivent, j'essaye, comme lecteur, de les mettre en relation avec les informations précédentes, et puis j'essayerai de mettre tout ça en relation avec les informations suivantes. Autrement dit, si le candidat ne fait pas les liens entre les parties de sa recherche, ben, malheureusement pour lui ou heureusement, ça va dépendre, l'évaluateur va faire les liens pour la personne, et pas nécessairement comme la personne aurait voulu que les liens soient faits. Alors, il faut vraiment s'assurer d'avoir un minimum de contrôle là-dessus, comment le lecteur peut bien comprendre les liens que je fais entre les différentes parties. Et alors, la dernière chose, ça paraît un détail. Je ne sais pas ce que Maria pourrait rajouter là-dessus, mais ça paraît un détail, mais moi, ça m'est souvent arrivé de m'embêter en lisant des projets. Alors, on pourrait se dire, ben, c'est normal, peut-être c'est parce que tu n'es pas quelqu'un de curieux, ou parce que ce n'est pas ton domaine, mais c'est possible. Mais j'essayais d'être quelqu'un de curieux. Je prenais au sérieux ma mission. Donc, je pense que c'est un peu comme l'enseignement. C'est très important de donner goût au lecteur. C'est-à-dire, faites un projet en vous disant, pas seulement comme Paul David disait, est-ce que tu comprends ce que je vais faire, mais est-ce que tu as envie de prendre connaissance des résultats? Est-ce que ça t'intéresse de prendre connaissance des résultats? Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il ne faut vraiment pas négliger. Évidemment, ce n'est pas un critère officiel dans la grille du CRSH, mais je suis sûr que ça joue chez les évaluateurs de se dire, oh waouh, ça me donne envie de même. Donc ça peut être très très bien fait, mais très aride. Donc il faut que ce soit en plus de ça, ok, d'y aller avec quelques questionnements qui montrent, regardez pourquoi c'est intéressant. Et donc, ce n'est pas simplement, autrement dit, les objectifs de la recherche, c'est aussi la portée de la recherche. Qu'est-ce que la recherche va permettre comme discussion, comme changement dans la société de demain, au-delà de ses objectifs internes? OK, Et très bien, juste, si je peux merci. ajouter un petit point à ce que Jean-François dit. Une façon, Oui. je trouve, qui était vraiment efficace dans certaines demandes pour démontrer justement cette pertinence-là, puis faire en sorte que les personnes se disent, OK, c'est vraiment important, c'est d'y aller avec des statistiques peut-être par rapport à un sujet en particulier. Je ne sais pas, vous voulez étudier, je sais pas moi, les personnes proches aidantes au Canada, là, vous y allez avec les statistiques, OK, il y a tel pourcentage ou tel nombre. Là, c'est vraiment très, très, très puissant, surtout pour les personnes qui sont pas dans le domaine, pour vraiment montrer, OK, l'ampleur du problème, puis pourquoi ça, au Canada, pourquoi c'est important. Donc, j'ai vu ça comme stratégie plusieurs fois, puis j'ai trouvé que c'était quand même super efficace. OK, merci beaucoup. Très, très concret comme suggestion. Alors, dernière question pour les professeurs seulement, c'est quelle section des demandes les personnes candidates sous-estiment-elles généralement? Maria, tu veux commencer? Oui, pour pas me répéter, je peux peut-être vous donner un exemple très concret, tiré de mon expérience encore sur le comité. Il y avait une section en particulier qui posait problème des fois pour certaines demandes. Une discussion qu'on a eue souvent, c'était en lien avec l'éthique de la recherche, qui est un critère de sélection, conduite de la recherche d'une façon éthique et responsable. Et il y avait plusieurs demandes où cette section-là se limitait souvent à une phrase courte de type je vais demander l'autorisation éthique de mon université, puis ça s'arrêtait là. Mais les évaluateurs s'attendaient enfin à une réflexion plus en profondeur sur l'éthique de la recherche, surtout si le projet impliquait des participants humains, mais aussi pour d'autres projets, tu sais, quels sont les impacts, les enjeux sur la société, etc. Comment s'assurer que, tu sais, on fait de la bonne recherche avec responsable, etc. Donc, je dirais vraiment que dans notre comité, c'était une section qui était sous-estimée dans plusieurs demandes et plusieurs évaluateurs dédigeaient des points par rapport à ce critère d'évaluation en particulier. Donc, ça serait un exemple spécifique que je pourrais donner pour ajouter à tout ce qu'on a déjà mentionné dans la discussion. Intéressant, merci beaucoup. Jean-François? Oui, ben en fait, c'est intéressant parce on n'a pas discuté, Maria et moi, avant la réunion. Et en fait, j'aurais dit exactement la même chose. Donc, j'aurais parlé de l'éthique, et pas évidemment seulement dans un compartiment en particulier, mais justement dans le projet. Bien sûr, tous les projets ne s'y prêtent pas, mais enfin, de façon en tout cas aussi intense. Mais je pense que c'est très intéressant pour l'évaluateur de voir
quand je disais tout à l'heure, savoir à qui on a affaire, c'est qui cette personne qui fait la demande, c'est notamment dans sa capacité à réfléchir aux enjeux éthiques de sa recherche. Donc, quand elle présente son projet, réfléchir à ces enjeux éthiques, hein, pas simplement dire, voilà, je suis engagé dans un combat pour l'environnement, etc. Ou bon, non, non. Concrètement, dans le projet ici, il y a des enjeux éthiques et voilà comment j'ai commencé à y réfléchir. Ça me paraît important. L'autre aspect important, j'en ai parlé, c'est la portée de la recherche, pas seulement les résultats, les objectifs internes, mais réfléchir à cet aspect-là. Ça donne des points aussi, je pense, pour les évaluateurs. Ils comprennent mieux pourquoi, même si ce n'est pas leur domaine, ils comprennent mieux pourquoi c'est important, cette recherche-là. Et le troisième élément que je voudrais souligner, c'est les lettres de recommandation. C'est très difficile, je trouve, je ne sais pas si Marie a la même expérience que moi, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'évaluer c'est quoi une bonne et une très bonne lettre de recommandation parce que c'est très formaté. Les lettres, c'est vraiment en gros des lettres qui disent que le candidat est, regardez ses notes, regardez les bourses qu'il a obtenues, c'est quelqu'un de bien et donc je le soutiens. Bon, je simplifie. Hein. Mais donc, quand je disais tout à l'heure, un peu pour boucler la boucle, je disais tout à l'heure, préparez votre demande. Ça veut dire préparer votre relation avec votre équipe. Donc, rencontrer un professeur euh, ou une équipe hein, de professeurs plusieurs mois avant la demande, et là discuter avec ces personnes de comment écrire, comment eux pourraient écrire cette lettre de recommandation pour un peu plus montrer pas seulement les qualités de la personne, mais montrer en quoi elle est déjà engagée dans une équipe, Ouais. en quoi il forme un groupe. Donc je pense que ça, c'est vraiment important de réfléchir à ça pour de nouveau aider l'évaluateur à dire ça, c'est une vraie lettre de recommandation, la personne connaît l'étudiant. Oui. Et on va revenir sur les lettres de recommandation dans les prochaines questions. Donc, je voudrais passer vers Paul David avec une question. Quel a été votre plus grand défi lors de la préparation de votre demande et comment l'avez-vous surmonté? Oui, donc mon plus grand défi, ça a été du fait que j'ai fait la maîtrise, puis j'avais fait une demande à la maîtrise, puis j'ai pas eu la bourse à la maîtrise. Et puis j'ai lu au doctorat. Puis ça montre l'évolution entre mon maîtrise et mon doctorat m'a montré c'était quoi les bonnes pratiques à adopter. Celles que j'ai pas faites à la maîtrise, puis que j'ai faites au doctorat. Ça a vraiment montré l'évolution. Premièrement, me préparer à l'avance, on a déjà évoqué, mais à la maîtrise, je m'étais pas pris autant en avance que je m'étais pris au doctorat. Ça a vraiment fait une différence significative dans la préparation de la demande. Ne serait-ce que pour faire relire par ma direction de recherche, j'avais déjà fait la maîtrise, mais par d'autres personnes aussi. On a déjà parlé euh, construire une équipe, on a dit, ben, construire la relation avec le directeur, de le faire relire plusieurs, le va-et-vient avec la direction de recherche sur la proposition de recherche, ça permet aussi de l'améliorer. Donc, c'est un document de travail qui est en constante amélioration. Puis plus on se prend en avance, plus le document peut être susceptible d'être amélioré par la suite. Puis le deuxième aspect qui est vraiment qui était une piste d'amélioration par rapport à la maîtrise, c'était de miser sur des expériences significatives. Puis moi, j'ai eu la chance de faire une maîtrise qui est mon doctorat est le prolongement de ma maîtrise, en fait. Fait que comment j'ai pu miser sur les éléments importants de mon mémoire de maîtrise, notamment les publications qui sont tirées de mon mémoire de maîtrise, pour construire mon projet de doctorat par la suite. Autant pour la proposition de recherche, donc je me basais sur mes publications de maîtrise, que pour les expériences et la candidature pertinente. Donc, j'ai pu montrer que oui, j'ai fait une maîtrise, mais j'ai pas juste fait une maîtrise pour avoir le diplôme, mais j'ai fait une maîtrise parce que j'ai développé des publications, des recherches significatives qui montrent la pertinence par la suite de mon doctorat, qui est le prolongement. Souvent, c'est pas nécessairement le cas, mais ça peut souvent, il y a souvent des liens entre le mémoire puis le doctorat. Donc, comment ça a été le prolongement de, d'une recherche qui est déjà significative dans le domaine. Puis sinon aussi les communications, publications tirées de mémoire de maîtrise, mais aussi les projets à apparaître. Il ne faut pas avoir le réflexe de dire ah ben c'est un projet qui n'est pas encore concrétisé. Si c'est déjà il y a des différentes étapes, là, si c'est en cours de publication, tout ça. Il faut vraiment miser sur les publications qui sont significatives, donc les différences significatives. Puis c'est grâce à tout ça, tout cet ensemble de pistes d'amélioration que j'ai pu avoir la bourse CRSH au doctorat, alors que je ne l'avais pas eu à la maîtrise. Mhm. OK, merci. Et
comment avez-vous abordé la rédaction de votre proposition de recherche lorsque vous aviez des publications limitées ou peu d'expérience de recherche? Ben, premièrement, je pense qu'il ne faut pas nécessairement se limiter dans notre proposition de recherche du fait qu'on n'a pas d'expérience. C'est inhérent au fait d'être au début du doctorat, d'avoir moins d'expérience que des chercheurs ou des chercheuses d'expérience ou qui ont une carrière devant eux. Donc, il ne faut pas se limiter à se dire, ah, je ne me fais pas confiance parce que j'ai pas un dossier de publication ou une vaste expérience dans la recherche. C'est un peu le- le principe de commencer un doctorat, de commencer sa carrière en recherche. Mais cela dit, je pense qu'il y a quand même des éléments sur lesquels on peut miser pour améliorer la proposition de recherche, euh, en sachant qu'on n'a pas nécessairement tous les acquis nécessaires pour le faire. Donc, par exemple, il faut faire une certaine revue de littérature. Ça peut pas être une revue de littérature complète comme on fait quand on fait à l'étape du doctorat, quand on a déjà entamé le doctorat. Moi, j'ai fait ma demande en septembre, mais je commençais mon doctorat en septembre. Fait que je ne pouvais pas faire une revue de littérature aussi exhaustive que j'aurais pu le faire si j'avais maintenant, par exemple. Mais c'est quand même important d'aller chercher des éléments de littérature scientifique qui viennent appuyer son projet de recherche. Puis il ne faut pas que ce soit l'abondance non plus. Il ne faut pas que ce soit non plus le plus de sources possibles pour appuyer chaque phrase qu'on fait, mais surtout d'aller chercher la littérature clé, les concepts clés qui viennent appuyer directement notre proposition de recherche. Donc, c'est vraiment ça qui est vrai, qui a été important, c'est de vraiment avoir une connaissance générale de notre sujet, de notre proposition, pour être capable de montrer qu'on a une certaine aisance dans l'écriture. Puis ça paraît quand on a une écriture pour laquelle on a une confiance dans notre sujet. Ça paraît par rapport à quelqu'un qui est comme quelqu'un qui n'a pas nécessairement confiance, puis qui va avec parcimonie, tout ça. Ben, quand on a une confiance en notre projet de recherche, quand on a une connaissance générale qui nous permet d'avoir une confiance dans ce qu'on propose, ben, ça paraît dans la rédaction, puis ça paraît pour les évaluateurs, j'ai l'impression, vous allez pouvoir rebondir, mais ça paraît dans la rédaction quand la personne est confiante de ce qu'elle fait, sans être trop confiant, puis d'avoir tous les résultats, mais d'avoir une certaine aisance et confiance dans la rédaction. Euh, puis, ben, c'est ça, c'est pas mal ça les éléments. Puis aussi, pour donner un exemple, pour que ce soit plus concret, moi, je fais du droit, donc il y a une recherche, puis je fais du droit comparé, donc je compare des systèmes entre eux, surtout des traditions juridiques. Mais il ne faut pas prendre pour acquis que la comparaison, juste dire je fais compare des pays ensemble, il faut vraiment appuyer par une méthode, par exemple, comparative qui existe en droit, qui permet de démontrer en quoi c'est pertinent d'utiliser l'approche comparative, puis en quoi ça apporte à un projet, outre que seulement comparer deux pays ensemble pour la valeur que ça a sur papier. Donc, c'est pas mal ça que je voulais dire. Puis aussi, sur les termes, moi, je pense que, un exemple, moi, j'avais utilisé le terme équité procédurale qui est clé dans mon sujet. Mais équité procédurale, ça veut dire beaucoup de choses dans beaucoup de domaines différents. L'équité, ça peut être en psychologie, c'est beaucoup utilisé en droit, notamment dans beaucoup de domaines de sciences sociales. Fait que c'est un de mes amis qui est étudiant justement en psychologie qui m'a dit ben, il faudrait que tu définisses qu'est-ce que tu veux dire par équité procédurale. Parce que moi, ça veut peut-être pas dire la même chose, la même signification théorique dans mon domaine que celle-là dans ton domaine. Donc, j'ai ajouté une fin de phrase pour définir c'était quoi l'équité procédurale. Puis Oui. ça a vraiment, je pense, bonifié ma proposition. Oui, oui. Je regarde le temps et je voudrais quand même encore parler un petit peu sur les lettres de recommandation parce que ça fait quand même une partie significative du projet. Peut-être, Maria, qu'est-ce qui rend une lettre de recommandation vraiment efficace et comment les étudiants devraient-ils guider leurs répondants? Oui, bon, je dirais que la lettre doit être spécifique et donner des exemples concrets de vos réalisations en qualité en lien avec les critères de sélection. Donc, encore une fois, c'est une bonne idée de leur envoyer le fameux tableau, peut-être même leur donner des exemples spécifiques qu'ils peuvent utiliser pour chaque point. Et une chose aussi en particulier que, encore une fois, dans le comité, quand j'étais dans le comité, on appréciait beaucoup, vous allez avoir certains répondants qui sont, par exemple, vos directeurs de recherche, qui sont vraiment des experts dans le domaine. Donc, c'est intéressant quand eux, ils profitaient de la lettre aussi pour parler de l'impact de la recherche
sur le domaine de la recherche. Donc, quand le professeur qui disait comme quelque chose, OK, je suis expert dans ce domaine, puis la recherche de Paul David est vraiment super pertinente, puis expliquer pourquoi, ça, je pense, ça ajoutait aussi beaucoup de poids au projet quand on lisait l'opinion experte en peu. Donc, voilà, je dirais pour moi, ça serait ces deux choses qui est intéressante. OK, Jean-François? Oui, moi, je vais bien sûr, comme dit Maria, d'aller regarder les critères et de les faire connaître aux répondants. Étonnamment qu'ils s'en inquiètent pas toujours si on leur rappelle pas. Donc, vérifier c'est quoi les critères importants, effectivement. Mais également, comme disait Paul David, c'est pas tout le monde qui a un dossier impeccable au niveau des notes, au niveau des bourses, mais aussi au niveau des formations sur le sujet de leur recherche. Donc, comment rassurer? Donc, pour prendre un exemple concret, je me souviens d'un travail que j'avais lu, c'était une étudiante en anthropologie. Et donc, elle voulait aller à la rencontre d'une communauté réputée peu accessible, mais elle n'avait aucun, comment je dirais, aucun précédent, rien à faire valoir de sa connaissance de cette communauté. Par contre, elle s'était très bien entourée parce que donc elle avait choisi comme, elle avait été très, très astucieuse parce que les deux lettres de recommandation, l'une des deux, c'était un professeur qui était reconnu comme ayant accès à cette communauté, donc qui a montré dans sa lettre comment il y avait accès et comment il pourrait sans difficulté permettre à l'étudiant d'en faire partie. Mais il expliquait aussi dans sa lettre que ça prenait quand même des qualités. C'était pas simplement faire partie de son équipe pour rentrer dans cette communauté. Et il a appuyé les qualités de l'étudiante sur une expérience antérieure que l'étudiante avait faite auprès d'une autre communauté fermée. Et cette étudiante a demandé sa deuxième lettre de recommandation au professeur qu'il avait supervisé pour l'autre communauté fermée. Alors du coup, ça donnait vraiment un dossier très, très rassurant pour comment regarder, donc, comme disait Paul David, on peut mettre en avant des expériences ailleurs, académiques ou pas d'ailleurs, qui montrent en fait, d'une part, regardez mes qualités sur le côté éthique, la maîtrise de technologie, la capacité de faire réseau, euh, bien s'entourer, comment j'ai beaucoup voyagé, j'ai chaque fois su m'adapter, et ensuite montrer comment ça, ce sont des qualités essentielles pour la réussite de mon projet. Et il faut que les professeurs soient capables aussi de comprendre ça, de mettre ça dans la lettre de recommandation, sinon c'est très très plat, plate, Oui. c'est très abstrait. OK, Paul David, quelles sont tes expériences à ce point-là? Très rapidement, parce que c'est pas moi qui écris la lettre, donc puis les professeurs ont plus d'expérience dans l'écriture des lettres, tout ça. Mais je veux juste réitérer l'importance du travail d'équipe, de dire, faut pas se dire au directeur, bon, il écrit ça en parallèle, puis c'est comme complètement désincarné du reste. Il faut vraiment que ça soit une co-construction avec la direction de recherche. Puis je dis la direction de recherche puisque ça peut être c'est une des lettres, mais il y a aussi d'autres lettres qui peuvent être écrites par d'autres personnes qui sont significatives, mais il faut vraiment qu'il y ait un lien entre une cohésion, comme on parlait, une cohérence, peut-être. Voilà, une cohérence. OK, on va quand même donner la parole aux étudiants maintenant pour les minutes qui nous restent. Donc, merci déjà pour avoir partagé vos conseils et vos expériences. Donc, on va maintenant aller à la période des questions. Donc, on prend des questions à vive voix ou par le chat. Vous pouvez lever votre main pour poser des questions et ma collègue Christine va diriger la période de questions. Donc, la parole est aux étudiants qui sont avec nous. Donc, je vais commencer par une question de la session de clavardage qu'on peut répondre assez. Combien de bourses le CRHH attribue chaque année et pour quel montant chaque bourse? La bourse couvre-t-elle toute la période de la thèse et quand est-ce que les demandes sont ouvertes? Donc, les demandes sont ouvertes en ce moment pour les bourses doctorales. La date limite interne pour l'Université d'Ottawa, c'est le 24 septembre. Le montant, c'est 40 000 pour la bourse et pour une période de 3 ans. Pour le nombre exact, je ne suis pas certaine
Je peux regarder en ligne là, pendant on va voir, mais je ne sais pas si Jean-François ou Maria sauraient, là, mais ils ont changé le nombre là, cette année. Donc, on peut regarder, là, mais c'est accessible en ligne. Là, si vous allez sur les sites des agences avec la transformation dans le nouveau programme harmonisé, c'est indiqué. Je vais demander à la première main levée, c'était Anne-Aimée Crépeau. Votre question. Bonjour, merci pour la rencontre. J'ai deux petites questions. Dans le fond, c'est que moi, j'avais déjà commencé à préparer une demande pour IRSC parce que je commence un doctorat en sciences infirmières. Puis en sciences infirmières, souvent, on est entre les deux. Là, je vois qu'avec sciences humaines, c'est 5 pages de référence. Est-ce que je suis mieux d'utiliser les 5 pages au complet qui me donnent au moins 50-60 références ou est-ce que je suis mieux d'en mettre moins, mais de mieux les choisir? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je ne sais pas ce que Maria en pense, mais moi je dirais si on te donne 5 pages, c'est qu'on s'attend à au moins 4. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression que tu as eu du mal à. Mettons que j'y penserais pas, t'en mettrais 4, je me dirais pas waouh, elle n'a pas réussi à en trouver une cinquième. Mais t'en mettrais 2, je me dirais, parce qu'évidemment, inévitablement, en regardant les autres dossiers, généralement, la plupart des dossiers font vraiment le maximum qu'ils peuvent faire en se disant que ça va, à tort ou à raison, mais en se disant c'est là que ça va se jouer. Donc, voir comme ça toutes les demandes l'une derrière l'autre avec 5 pages ou presque remplies, puis une qui arrive avec un dossier qui arrive avec 2 pages, ça pourrait, même inconsciemment, mais jouer sur, tiens, ça c'est quelqu'un qui est elle est moins lancée dans sa démarche. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que tu mets 5 pages de référence que toutes les références doivent être utilisées. Moi, ce que je te conseille, c'est de justement pas trop te perdre en name dropping, comme on dit, tu sais, aller mettre plein de noms pour faire joli. Tu ne dois pas avoir peur de centrer ta demande sur une dizaine de références clés. Autrement dit, tu ne vas pas être pénalisé parce que tu n'as pas utilisé 70% de tes références dans ta demande. Parce que mon expérience, c'est que plus tu utilises de références, plus tu risques de te perdre. Donc, c'est mieux de garder une dizaine de références clés pour toi dans le projet, peut-être pas pour ta recherche comme telle dans quelques années, évidemment, mais pour la demande, de te dire, OK, je vais surtout structurer, pour ne pas me perdre, je vais structurer ma recherche autour de, même, je te dis pas, disons 10, mais ça pourrait même être 7-8, 10 références qui sont clés. Les autres, en fait, tu n'es même pas obligé non plus de tous. Donc, toutes les références dans les 5 pages ne doivent même pas se retrouver, même comme garniture, dans le texte. Ah, C'est-à-dire OK. non, 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 OK. non. Donc, tu peux très bien dire, voilà, mais ça, c'est ma bibliographie, mais évidemment, vu le nombre de pages imparties pour ma demande, je ne voulais pas perdre trop d'espace à aller mettre toutes ces références dans mon texte. Tu vois? Donc, ça ne va pas t'être reproché non plus. Super, super, ça fait du sens, merci. Puis je me demandais justement, comme je suis en sciences infirmières, tu sais, c'est sûr que je suis dans le domaine de la santé, mais en même temps, mon projet, il est très axé sur les sciences humaines, tu sais, c'est la promotion de la santé, mais comment les normes culturelles influencent la promotion de la santé. Et comment est-ce que je peux faire pour que ça sonne vraiment plus sciences humaines pour pas que je fasse rejeter ma demande, dans le fond? Je pense que là, justement, on est du côté de ce que je disais tout à l'heure sur la portée. Je pense que tu dois réfléchir au niveau de la portée, comment ta réflexion va vraiment au-delà de préoccupations qui ne touchent que les sciences infirmières. Donc, essaye de montrer. Donc, tes objectifs concrets peuvent rester liés aux sciences infirmières, mais j'essayerai de faire en sorte de montrer dans la portée de ta recherche qu'on est dans quelque chose qui est bien plus large. Et donc, une manière de faire, c'est de ne pas avoir peur de prendre quelques références, justement, dans d'autres domaines. Là, tout à l'heure, je parlais de l'exemple de l'anthropologue. Ben, si par exemple la question porte sur la fermeture d'une communauté, comment accéder à une communauté pour, je ne sais pas moi, améliorer les politiques de prévention sur la sexualité, bon, ben, que ce que des recherches ont montré dans d'autres communautés qui n'ont aucun rapport avec la communauté de mon projet, mais sur ces difficultés d'entrer dans une communauté dès le départ très fermée. Et pas nécessairement d'ailleurs sur les questions de politique de prévention sur la sexualité, ça peut être d'autres politiques de prévention.
Ça peut être d'autres politiques que des politiques de prévention si tu trouves rien. Donc, tu peux commencer à élargir, me montrer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les enjeux par rapport aux communautés fermées. Alors, tu vois, il y a moyen de jouer à travers des références et la définition de la portée de ta recherche sur c'est plus grand que ça a l'air. OK, OK, je comprends. Merci. Merci, c'est vraiment gentil. Je t'en prie. Catherine Gendron. Oui, bonjour, merci. Désolée pour la caméra, je suis en transit, alors je ne peux pas l'allumer. Question un peu plus sur l'admissibilité. J'ai cru remarquer qu'il y a un changement au niveau du nombre de fois qu'on peut appliquer au CRSH. Je sais qu'il y a eu des gros changements. Ça mentionne qu'on ne peut pas appliquer plus que 3 fois. Il me semble qu'avant, ce n'était pas là, donc j'aimerais vous parler un petit peu de ça. Puis il avait été question à un moment donné de rentrer le CV narratif, je pense, au niveau des demandes. Je pense que là, on est encore dans le CV canadien, mais est-ce qu'il y a un changement au niveau de la façon dont on doit rentrer les informations pour nous, là, étudiants? Merci. Donc, pour le 3 ans, effectivement, à partir de cette année, les étudiants vont pouvoir poser leur candidature seulement 3 fois. Pour la bourse doctorale, c'est nouveau de cette année. Donc, ça, c'est nouveau. Et pour le CV, c'est qu'encore cette année, même s'ils ont harmonisé le programme en un seul programme, l'utilisation, on utilise les anciens portails de chacune des agences. Ça va être à partir de l'année prochaine on ne sait pas si c'est confirmé à 100%, qu'on devrait avoir un nouveau portail pour centraliser là, les demandes là, des 3 agences. Donc, les changements devraient être mineurs pour cette année. Donc, vous utilisez le portail de l'agence, que ce soit CRSA, CRSNG ou IRSC. Oui, il va peut-être avoir des différences parce que ce sont les anciens portails, mais à partir de l'an prochain, ça devrait être harmonisé. Juste préciser, donc, si ça commence cette année pour le 3 fois, ça veut dire que, par exemple, moi, j'avais fait une demande avant de rentrer au doctorat, une demande la première année. Là, Ça compte. le compteur est à 0 maintenant. Le compteur est à 0 cette année. Ça débute cette année avec l'harmonisation, le nouveau programme. Oui. Parfait. Si vous avez fait demande l'année passée, ça ne compte pas. Là, donc, ça OK, compte pas. C'est-à-dire dans les 3 fois. OK, excellent, merveilleux. Puis est-ce que la présentation d'aujourd'hui est enregistrée? Je pense l'an passé. Oui, donc elle va être disponible, à moins qu'il y ait des problèmes techniques majeurs. Là, nous prévoyons les 6 tables rondes et rendre disponibles aux étudiants là, dans les quelques jours après. On termine ce matin en anglais. Donc, on a une séance, une autre table ronde qui commence à 11 heures, donc on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On peut peut-être prendre rapidement Catherine McDonald pour la dernière. Et Marika, tu pourras faire le mot de la fin. Bonjour, merci beaucoup pour la session. Donc, je suis une étudiante à la maîtrise en éducation. Je pense pas que mon projet va prendre beaucoup plus, comme ça va pas prendre un autre 2 ans. Vous avez mentionné pendant la réponse à la question 2, quelque chose à propos d'une fois que le projet est bonifié, que c'est possible de encore recevoir les fonds. Pourriez-vous expliquer un peu plus à propos de ça? Oui, donc évidemment, moi, je ne suis pas dans l'administration comme telle du CRSH, donc je ne peux pas parler à ce niveau-là. Ce que je voulais simplement dire, c'est que quand tu fais une demande et qu'elle est retenue, mais pas financée, l'expérience que moi j'ai eue, c'est que ça nous fend un peu le cœur comme évaluateur de se dire quel dommage. Si elle n'est pas retenue, ta demande, c'est pas parce qu'elle n'est pas bonne, c'est parce qu'il n'y a pas assez de fonds et qu'il y a quand même une hiérarchie, mais souvent les points sont, tu sais, je ne sais pas moi, ça va être par exemple 10 sur 12 va recevoir, j'invente, mais presque 9,9 ne va pas recevoir. Alors, l'expérience que j'ai, c'est que les étudiants qui vont resoumettre une demande, quand c'est si proche, ben, généralement, évidemment, il y a des commentaires quand même qui sont faits, donc ils vont essayer d'améliorer. Et donc, même si ce n'est pas les mêmes professeurs qui évaluent l'année suivante, c'est quand même, tu as de bonnes chances d'avoir plus que 9,9. Et tu as de bonnes chances que ce soit une bonne nouvelle pour être prise l'année suivante. Je ne peux pas te le garantir, évidemment, mais généralement, ce qu'on disait avec Maria, c'est qu'il ne faut pas abandonner. Ça veut dire que tu es proche là. Donc, il faut essayer d'améliorer, évidemment, pas juste resoumettre. Il faut retravailler, parler avec les professeurs, parler avec ton équipe et voir comment améliorer, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Et je vois le temps, on a encore une session qui va suivre celle-ci. Donc, on est venu à la conclusion de cet événement.
Comme on a dit, on va mettre l'enregistrement en ligne, donc vous pouvez le revoir. On va certainement regarder les autres questions qui sont encore dans la clavardage et on va voir s'il y a d'autres aspects qu'on doit encore emphaser. On va les revoir, mais nous espérons que vous avez apprécié cette table ronde et que ça vous aidera dans vos candidatures de bourse. Et encore une fois, merci à nos panélistes et bonne chance dans vos demandes de bourse. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.